en présence de Thomas Coutelot, qui est le chargé de mission du projet alimentaire territorial d'Angélan Métropole, et M. Bréjon, qui est élu en charge de l'agriculture et l'alimentation pour le PAT au niveau d'Angélan Métropole. Thomas va vous faire une synthèse de notre projet alimentaire et en étant synthétique pour laisser le plus de place au débat et au questionnement. Je vous laisse la parole. Donc, on va commencer la présentation et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hop là, donc c'est parti pour le partage. Est-ce que vous voyez tous bien le PowerPoint? Oui, très bien. Oui, très bien. Merci. On peut la laisser comme ça. Dans les comptes vis-à-vis des participants, il vaut mieux que je mette en grand écran. D'accord, on ne voit plus. Hop. Alors, donc merci à tous de participer à cet atelier pour parler du projet alimentaire territorial d'Angélan Métropole et pourquoi pas de votre projet alimentaire aussi pendant la phase d'échange, bien sûr. C'est un atelier, c'est fait pour pouvoir échanger. Donc, ce projet alimentaire territorial, comment s'est-il construit? Quelles actions concrètes, en particulier auprès de la restauration collective, la loi Egalim et son application, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on va passer très rapidement sur les premières diapos, qui sont des redites vis-à-vis de la plénière de tout à l'heure, avec l'impulsion nationale, avec la loi Egalim. Qu'est-ce qu'un projet alimentaire territorial? On en a déjà parlé, avec le fait de rassembler les acteurs pour se mettre d'accord sur une stratégie et des actions à mettre en place, dans le but de trouver des solutions concrètes aux besoins locaux. Je passe rapidement, je ne m'arrête pas dessus. Peut-être que cette diapo-là est plus intéressante pour notre atelier, avec l'esprit dans lequel a été construit le projet alimentaire d'Angélan Métropole. Monsieur Bréjon l'a rappelé tout à l'heure, c'est un outil qui contribue aux objectifs de la transition écologique. Donc ça, c'est une politique transversale qui est impulsée à l'échelle de tout Angélan Métropole et le projet alimentaire est un des maillons de cette impulsion qui se passe dans toute la collectivité. Il y a également le fait, du coup ça se rejoint, que ce projet intervient sur la globalité du système alimentaire. C'était la commande politique dès le début, de travailler sur l'ensemble du système alimentaire, que ce soit la production, la transformation, la distribution, la consommation et également l'amont avec la recherche. C'est aussi un outil qui permet de légitimer et cadrer l'intervention de la collectivité sur des sujets qui aujourd'hui ne font pas partie des compétences obligatoires des collectivités, mais qui sont de plus en plus saisis par ces mêmes collectivités. Enfin, quatrième point, c'est un moyen de définir entre acteurs, collectivement, un résultat attendu et chiffré pour le territoire, et cela opération par opération. Ça a été un de nos leitmotifs, d'impulser le fait de se mettre d'accord sur des résultats précis, pas seulement sur des intentions. Et ça, c'est un élément qui nous paraît très important pour passer, comme le disait M. Bréjon tout à l'heure, du projet sur le papier à l'action. Et puis le dernier point, du coup, c'est un outil qui permet de fédérer les acteurs du système alimentaire autour d'un projet partagé. Ça, c'est quelque chose qui nous a aussi motivés avec une cinquantaine de structures qui ont pu participer, mais on va en reparler juste à l'instant. Et le fait que les citoyens puissent participer. Donc, juste avant de parler du coup des acteurs avec qui nous avons construit le projet alimentaire, quelques chiffres qu'on va balayer rapidement aussi sur nos atouts sur le territoire d'Angélan Métropole. C'est des éléments importants à prendre en compte, bien sûr, en tant que diagnostic. Dans chaque démarche de projet alimentaire, on ne part pas de rien, et c'est le cas aussi sur notre territoire. Je ne sais pas si vous n'hésitez pas si vous intervenir. Donc, on est sur un territoire qui a déjà un système alimentaire riche, que ce soit au niveau des partenaires ou au niveau des productions. Tout type de production sont présents sur notre territoire, en tout cas les productions de base, bien sûr, je ne parle pas de bananes, mais ça viendra. Peut-être un jour.
Nous avons également un outil qui est le marché d'intérêt national, par lequel 20 000 tonnes de fruits et légumes transitent chaque année, dont 60% proviennent des Pays de la Loire. Donc, on a une activité agricole diversifiée, comme je vous le disais, avec 43% de la surface agricole utile qui est orientée vers l'élevage herbager, qui rend donc des services écologiques. Ça, c'est de notre responsabilité de le préserver et de l'encourager. On a également un tissu de vente directe assez développé sur le territoire, avec 20% des exploitations qui le pratiquent, et un territoire qui est donc les basses vallées angevines, en lien d'ailleurs avec les surfaces agricoles herbagères, dans lesquelles 4000 hectares sont engagés en agroécologie. Et pour finir, l'agriculture bio est déjà assez développée sur le territoire par rapport à la moyenne nationale, avec 14% des terrains agricoles d'ALM en bio, et ce qui représente en fait 18% des exploitations, puisqu'elles sont un peu plus petites en moyenne. Et donc là aussi, on est sur de la redite par rapport à tout à l'heure. Le PAT nous permet d'intervenir sur la globalité du système alimentaire. Et cette diapo illustre aussi le fait qu'on va toucher plusieurs outils de politique publique, en fait. Et que l'alimentation est un sujet qui nous permet d'aller créer du lien en interne aussi et en externe, bien sûr, avec les partenaires. Voilà, une petite remarque, je l'ai faite au précédent atelier et en plénière. Notre rôle d'élu, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus autour de la table pour ce deuxième atelier, mais par exemple, sur le plan local d'urbanisme intercommunal, nous avons bien évidemment notre rôle à jouer et notre responsabilité est en jeu. Dans la mesure où il y a, par exemple, le zéro artificialisation, ça a bien sûr une incidence sur le PLUI. On est obligé d'en prendre compte. Là, je voyais en début de semaine, j'avais une réunion sur le PLH. Forcément, ça a des incidences sur d'autres thématiques qui sont abordées par les élus. Je ne prends que cet exemple-là. Donc, on passe avec la diapo suivante sur le fait que le projet alimentaire nous permet de fédérer les acteurs du système alimentaire en 2 points, du coup. Donc, le fait qu'on ait fait une démarche participative. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une 50aine de structures sur ces 2 dernières années qui nous ont accompagnés, qui ont construit avec nous, bon, à des degrés divers, bien sûr. Certaines ont juste participé ponctuellement, quand d'autres ont été présentes tout au long de la démarche. Et on parlera tout à l'heure de la Chambre d'agriculture notamment. Et au travers de ces façons de faire de la démarche participative, on a aussi les assises de la transition écologique à Angers en métropole, qui ont démarré en octobre et qui vont se poursuivre, qui vont permettre de recueillir tout un tas de contributions. Et aussi, on s'est basé sur une enquête alimentaire dont on vous a aussi touché 2-3 mots pendant la plénière, pour laquelle nous avons eu 3900 répondants. Donc, un beau taux de réponse. Pardon. Ça, c'était début 2019, ce qui a été le socle en fait, de notre diagnostic. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie de la diapo sur la droite. Puisque la base d'un état des lieux, c'est indispensable pour lancer ce type de projet. Et on a été accompagné par un bureau d'études, un groupement de bureaux d'études qui nous a aidés à réaliser le diagnostic et à mobiliser les acteurs sur le territoire. Ce qui nous amène vers les diapos de démarche, la façon dont s'est construit le projet alimentaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la première phase de mobilisation des acteurs, le dialogue avec la profession agricole était déjà engagé depuis plusieurs années. Et donc, la Chambre d'agriculture était donc et est toujours notre partenaire clé sur le projet alimentaire de territoire. Donc, on est en copilotage. Et c'est le projet agricole, en fait, à l'origine, qui a lancé les discussions sur la thématique alimentaire, et de là est né le projet alimentaire. Donc, comme je vous le disais, nous avons eu l'enquête alimentaire en début 2019, qui nous a permis d'avoir un état des lieux des pratiques
et des attentes des habitants du territoire, en tout cas d'un échantillon. Ce qui nous a lancé vers la phase 2019 de co-construction de la stratégie, avec la cinquantaine de structures que j'ai citées tout à l'heure. Et puis le fait que nous avions 3 financeurs, l'ADEME, la DRAF et la région, au travers de l'appel à projet PNA. Donc un état des lieux aussi, comme je vous le disais, qui nous a permis ensuite de coécrire avec les partenaires les actions prioritaires. Donc, une fois que la stratégie en 2019 a été établie, on s'est mis d'accord sur les objectifs. En 2020, on a travaillé ensemble à coécrire des fiches actions sur voilà, les sujets qui paraissaient les plus prioritaires. Et puis, cela fait, on se lance dans les premières actions. Donc là, c'est vraiment la phase où on se situe aujourd'hui, avec en parallèle les assises de la transition écologique qui permettront de présenter le projet aux citoyens, de valider ce projet, de l'enrichir, etc. Oui, alors oui, j'ai juste pas précisé. En termes de résultats, du coup, aujourd'hui, nous avons une délibération qui date d'octobre, avec une feuille de route et un plan d'action. L'organisation de la gouvernance, donc là, ça intéressera peut-être vraiment les collectivités. Donc, on a 3 étages, avec sur la droite, une équipe projet qui concerne du coup 1,5 ETP, enfin même 2 ETP en tout, pour la coordination globale du projet, et donc une fusée à 3 étages avec le comité politique qui impulse et qui donne la vision des choses, le comité stratégique qui en fait le lien entre la vision et la mise en œuvre, voilà, qui définit le chemin à parcourir et qui arbitre les propositions concrètes qui ont lieu dans les collectifs. Et donc, dans ce comité siègent, bien sûr, la Chambre d'agriculture et tous les partenaires clés, les financeurs, mais aussi des représentants des opérateurs en capacité d'agir sur le terrain. Et puis, le dernier échelon, du coup, c'est les collectifs de travail qu'on a mis en place cette année. Il y en a 4. Et leur rôle, c'est vraiment de réfléchir sur les actions qui seraient souhaitables de mettre en place et surtout comment, de faire des propositions. Comment agir. Alors, on va faire un petit focus sur les méthodes de concertation qu'on a pu utiliser, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose pour avoir des idées et se dire sur son territoire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on a eu affaire à des réunions parfois très élargies, comme vous pouvez le voir sur les photos. La photo du haut, par exemple, c'était un comité de pilotage où nous étions une 40aine de personnes. Et les 2 photos du bas, c'était du coup des ateliers table ronde où on réunissait les gens par table de 10 personnes maximum. Donc voilà, c'était pour illustrer les petits points qu'on vous a proposés ici. Donc bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres à dire, mais ça, c'est quelques points qui nous paraissaient essentiels. Donc premièrement, c'est le fait de s'adapter à un public diversifié. Tout le monde autour de la table, en arrivant, ne partage pas le même niveau d'information. Donc, on a constaté qu'il fallait souvent passer par là en début de réunion pour partager le diagnostic, qu'on sache tous où est-ce qu'on en est aujourd'hui avant de commencer à travailler. Un autre point important, c'est bien sûr de cadrer les objectifs de réunion. Aujourd'hui, on va faire que de la réflexion ou alors aujourd'hui, on attend vraiment une prise de décision à la fin de la réunion pour que tout le monde les ait à l'esprit. C'est important aussi de dire combien de temps, bien sûr, on a pour faire tout ça. Le deuxième point clé, c'est bien sûr de recueillir toutes les expressions pour que chaque participant se sente accueilli au sein de la démarche. Alors, ce qu'on a pu faire, nous, par exemple, c'est qu'un exemple, hein, c'est de proposer un temps de réflexion individuel avant une mise en commun lors des ateliers. Ça permet aux gens, par exemple, qui préfèrent poser les choses, qui préfèrent écrire, d'avoir le temps de le faire avant de rentrer tout de suite dans les débats où ces gens-là, par exemple, ne prendraient peut-être pas la parole. Ensuite, le troisième point important, c'est de valider les propositions. Il y a plusieurs moyens de se mettre d'accord pour valider ces propositions, soit le vote à main levée. Nous, dernièrement, dans notre comité stratégique, on a utilisé un système avec des gommettes qui nous a permis de ressortir avec une priorisation des actions.
Chacun avait 3 ou 4 gommettes à sa disposition et le vote des personnes nous donne une idée des choses les plus urgentes. Et le dernier point, bien sûr, pour s'adapter au contexte Covid, on a fait des visioconférences. Et dans ces cas-là, pour la qualité de la discussion, il ne fallait pas plus de 10 personnes. Donc, on a fait des sous-groupes qui nécessitaient bien sûr beaucoup plus d'animation. Donc, évidemment, ça ne simplifie pas les choses. Alors, on en arrive au niveau des ambitions et des résultats du projet alimentaire. Donc, ces éléments-là, on les a déjà rappelés pendant la plénière. Je ne sais pas si… Oui, non, on ne va pas les redonner, mais pour bien préciser que par rapport aux ambitions, et il nous fallait, c'est ce qu'on a précisé tout à l'heure aussi, au début de l'atelier, qu'il fallait que ça soit chiffré. Donc, on se donne des caps, on se donne vraiment des orientations, mais il faut qu'elles restent le plus réelles possible. Et donc, c'est le cas avec ces 3 ambitions chiffrées qui nous donnent une idée du cap à atteindre. Bien sûr, on a des objectifs plus précis, action par action. Et nous avons donc un projet qui est structuré aussi en 5 grandes orientations, dont vous avez le titre résumé à chaque fois. On s'est doté aussi d'un code couleur qui nous permet de simplifier la lecture des documents qui peuvent être parfois assez fournis. Et on a mis dans cette diapo aussi quelques exemples d'actions que nous voulons mener. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les premières actions sont en cours de lancement. Mais on va passer la seconde, si je peux dire, dès 2021. Et du coup, sur chacune de ces orientations, on vous a donné quelques exemples. Donc, installation, transmission, par exemple, pour agriculture et territoire. On a aussi étudié les stratégies d'approvisionnement des industries agroalimentaires et des grandes et moyennes surfaces pour l'orientation 2 qui concerne les filières et les territoires. L'orientation 3 sur l'accessibilité spatiale, on l'a dit, il y a l'étude d'opportunité d'un box des producteurs locaux au sein du marché d'intérêt national. L'orientation 4 sur la culture alimentaire et la promotion des produits locaux. On a le fait de sélectionner 5 messages clés pour communiquer auprès du grand public et l'orientation 5 sur l'accessibilité sociale. On a à la fois les jardins, le don alimentaire, mais aussi la restauration collective, donc l'action que vous avez en rouge et sur laquelle nous allons passer maintenant, juste avant, du coup, avant de passer sur l'action restauration collective, un peu plus dans le détail. Donc, perspective 2021, comme je vous le disais, les premières opérations sont en cours dès cette fin d'année. Les suites, pour l'instant, de notre côté, c'est la recherche de cofinancement, donc l'appel à projet PNA, Programme national pour l'alimentation, au niveau régional ou au niveau national. C'est des appels à projets qui sont en cours en ce moment, mais on recherche aussi toutes les autres formes de financement. Bien sûr, il va falloir qu'on formalise nos collaborations, que ce soit auprès des partenaires ou auprès des prestataires, puisque là, on va vraiment passer sur des formats de prestations, des études. Et on va du coup constituer des cahiers des charges pour ces fameuses études et lancer les opérations. Voilà pour les perspectives 2021 de notre côté. Et je vous disais qu'on avait un exemple d'action sur la restauration collective à vous montrer. Donc là, c'est une diapo très fournie. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, bien sûr. Pour vous donner un peu des clés de lecture vis-à-vis de cette diapo, le contenu de cette diapo est issu de la fiche action, qui était notre outil de discussion avec nos partenaires. Donc, ce qui est écrit sur cette diaporama, en fait, c'est le résultat des discussions qu'on a eues avec nos partenaires dans nos ateliers. Donc, il y a les objectifs et les résultats attendus qu'on souhaiterait atteindre d'ici quelques années ou le plus vite possible. Il y a également une section sur les points de vigilance, les freins à l'action, qu'il faut toujours garder en tête quand on se lance dans des actions. Et les 3 cases en dessous, en fait, c'est les 3 axes sur lesquels on pense qu'il faut travailler pour atteindre l'objectif de l'action. Donc, faciliter l'approvisionnement bio et local et de qualité des établissements de restauration collective. C'est vrai qu'en termes d'objectifs, 30% en agriculture biologique locale et 60% de produits locaux de qualité
et durable en 2030 au niveau de la restauration scolaire, administrative et privée de santé. Donc, c'est un objectif assez ambitieux. On veut que tout le monde atteigne la loi Egalim, ça c'est évident, mais aller au-delà aussi. Il y a également l'idée de créer une plateforme qui faciliterait l'achat et la commande. Il y a bien sûr aussi le fait de développer le label E3D, ça s'est ressorti pendant les ateliers. L'indicateur est toujours à construire, hein, donc comme vous le voyez, c'est un projet qui est toujours en cours de construction et de travail. Donc le label E3D qui est une démarche interne aux établissements qu'ils peuvent mobiliser pour définir ensemble un projet et améliorer la qualité des repas, etc. Et donc les 3 axes, je vais peut-être plutôt me concentrer là-dessus, parce que c'est ce qui est le plus concret. Faciliter la rencontre entre les fournisseurs de produits locaux et les acheteurs. C'est vrai que Madame Sauvourel en parlait tout à l'heure, le fait par exemple de faire des sourcings, c'est très important pour les acheteurs. Donc nous, on a identifié ça, ça veut dire concrètement organiser des salons professionnels pour que les acheteurs de la commande publique et les producteurs ou les fournisseurs puissent se rencontrer et discuter de leurs contraintes collectives. Leurs contraintes respectives, pardon. Organiser des visites de ferme, ça c'est la même idée, pour se rendre compte des réalités de chacun. On aurait pu mettre aussi organiser des visites de cantine, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, faciliter l'accès à des programmes de formation pour les professionnels. Donc que ce soit sur la rédaction des marchés publics ou sur les pratiques culinaires au sein de la cantine ou sur la gestion comptable et des commandes. On a ressenti qu'il y avait un besoin dans les ateliers, donc c'est notre deuxième axe. Et le dernier, enfin, c'est établir des programmes d'accompagnement individuel ou collectif, donc de la mise en réseau. Ça aussi, c'est une demande qui a été formulée. Organiser des réseaux d'échange et favoriser la collaboration hors appel d'offres, parce que certains établissements de restauration collective sont proches géographiquement les uns des autres et pourraient bénéficier de même fournitures, pourquoi pas. Or, ce n'est pas le cas puisqu'ils ont souvent des gestionnaires différents. L'un, ça peut être la mairie, l'autre, ça peut être la région, etc. Et du coup, il peut y avoir parfois de la perte en ligne. Donc voilà pour ces éléments-là. On pourra revenir bien sûr plus dans le détail si vous le voulez avec des questions. Et je pense qu'on peut finir là-dessus vis-à-vis de notre diaporama. Donc, on est ouvert aux questions. Et pour ça, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, est-ce que pour cette première représentation donc, de la construction du projet alimentaire territorial et les différents objectifs, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le travail réalisé par le bureau d'études? Première question. Du coup, je vais y répondre. Le travail par rapport au bureau d'études, donc ils sont intervenus avec nous pendant 6 mois, de juillet 2019 à décembre 2019. Et ils sont intervenus auprès de nous, je vais dire, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était établir un diagnostic. Bon, ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc ils ont fait un diagnostic à gros traits, mais il a le mérite d'exister. Donc ce diagnostic, ils l'ont fait pendant l'été, en réunissant les données, les études qui existaient déjà, et puis en rencontrant aussi des acteurs sur le territoire, les principaux partenaires, pour sonder un peu leurs ambitions et leurs objectifs. Donc ça, c'est le premier axe, c'est l'axe diagnostic. Le deuxième, c'était une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, le but, c'était qu'ils nous accompagnent dans la mobilisation des acteurs et dans la concertation. Donc, c'est ce qu'ils ont fait en plusieurs étapes. Donc, ils nous ont proposé des jalons, en fait, des façons de faire. Et ils ont animé les réunions de concertation qui ont eu lieu soit sous forme de comité de pilotage, il y a eu 3 comités de pilotage, soit sous forme d'ateliers. Voilà, ça c'est le deuxième axe. Et le dernier axe pour lequel ils nous ont accompagnés, c'est qu'ils nous ont aussi formés en interne. Ils nous ont fait 2 sessions de formation
pour acculturer les services internes sur ce qu'est un projet alimentaire de territoire, qu'est-ce que ça implique, et également des ateliers pour que l'on puisse échanger tout un chacun sur nos objectifs respectifs dans les différents programmes. Par exemple, le contrat d'objectifs de réduction des déchets, le PCAET, enfin voilà, les différents outils qui existaient, c'était un moyen pour nous aussi de nous réunir autour de la table et d'échanger nos objectifs pour mettre en cohérence les politiques publiques. Donc voilà les 3 façons dont ils nous ont accompagnés. Ok, très bien. J'ai également une question sur quand date le PAT. Donc peut-être revenir sur un peu des différentes phases d'élaboration du PAT, faire un petit rappel avec les dates, pour qu'on puisse très bien faire. Ok. Ça revient à la diapositive qu'on vous a présentée sur la chronologie. Oui. Le départ est le projet agricole, oui, dans son origine. Le PAT lui-même, il est très récent. Oui, le PAT en lui-même est très récent. Du coup, tout dépend quand est-ce qu'on considère que quelle est la date de création du projet alimentaire. Est-ce que c'est l'appel d'offres pour l'AMO à ce moment-là, c'est plutôt mars 2019. Est-ce que c'est l'enquête alimentaire auprès des citoyens, à ce moment-là, c'est mars 2019. Ou est-ce que c'est les premières réunions de concertation, à ce moment-là, c'est plutôt l'été 2019. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut retenir 2019 pour la concertation et 2018 pour la préfiguration, on va dire. Okay. Et toujours un peu dans la chronologie de la mise en place du PAT, également une question sur le démarrage du projet. Quels ont été les facteurs qui ont déclenché un peu sa mise en route? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur les projets de la collectivité notamment? En remontant dans le temps, puis je reprendrai pour 2020. Ok. Du coup, s'il faut remonter aux facteurs, du coup, on revient au projet agricole. Donc, le projet agricole, moi, je le maîtrise moins parce que c'est plutôt Aurélie qui est là-dessus. Mais le projet agricole, ça fait depuis 2008 qu'il existe. En tout cas, le partenariat avec la Chambre d'agriculture est très ancien. Et il est organisé aussi sur plusieurs axes. Il y avait les questions de transmission agricole, de valorisation des salaires des producteurs et de leur niveau de vie, de leur qualité de vie. Et sur le renouvellement du projet agricole qui a eu lieu en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce renouvellement du projet agricole a entraîné une remise à plat et a émergé aussi la question alimentaire à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui émergeait sur des territoires voisins, dans toute la France. Il y avait la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt qui était sortie, alors je me rappelle, 2014, je crois. Donc, depuis cette loi, l'objet PAT existe, et donc ça a développé dans toute la France. Et 2017, avec le renouvellement du projet agricole, c'est là, je crois, que la question alimentaire est sortie sur la table et le comité de pilotage du projet agricole s'est dit on veut travailler là-dessus. Donc, ils ont mis un axe sur l'alimentation et de là, tout simplement, est né le projet alimentaire avec la création d'un poste. Et puis maintenant, on s'oriente vers aussi les assises de la transition écologique avec l'action ouvrière. Entre les coups, il y a eu les élections municipales qui ont changé un petit peu la donne, dans la mesure où on a bien vu sur chacun des territoires municipaux, communaux, qu'il y avait des envies de transition écologique, des ambitions de transition écologique. Et il y a eu, alors ça a été un bel atout aussi pour défendre le PAT. Angers-Loire Métropole, sous l'initiative de notre président, il y a eu une prise en compte de tout ce qui pouvait être envie et objectifs communaux. Et il y a eu un rassemblement, un inventaire de toutes les idées municipales sur un même document. Donc, on sait qu'il y a plus de 120 objectifs qui existent au niveau municipal. Et de ce fait, ils ont été rassemblés par thématique. Et il y en a une qui ressort, et qui ressort aussi à travers les assises de la transition écologique, c'est se nourrir. On voit bien que
au-delà des élus, au-delà des équipes municipales, qu'il y a un véritable questionnement des citoyens sur la façon de se nourrir. Donc voilà, c'est ça aussi dans les ambitions, on voit bien qu'il y a eu un changement de cap, hein, et on arrive c'est plus qu'une envie, hein, c'est vraiment un développement, et les prises de décision ont été très rapides, puisqu'avec même la crise sanitaire, on a même délibéré en octobre pour bien montrer la volonté d'Angers-Nord Métropole d'avancer sur le domaine. Oui, donc une démarche participative pour le PAT avec les citoyens également au cœur du projet. Il y avait également Jean-Paul Hamon qui levait la main. Alors, est-ce que c'était par rapport à sa question sur les sociétés de restauration collective? Oui, bonjour, désolé, oui, je me suis permis de lever la main. En fait, tout ce que j'entends est très bien. En même temps, pouvons-nous, pour un petit restaurant scolaire qui n'a pas forcément pris l'option d'être en autogestion, en gestion intégrée de cuisine, donc plutôt en cuisine satellite, est-ce que vous pensez, selon vous, que toute cette démarche-là, on peut avoir accès d'un point de vue qualitatif auprès de sociétés de restauration collective, qui soient régionales ou nationales? Quel est votre avis là-dessus? Ou faut-il finalement se dire, ben non, on ne pourra pas faire du qualitatif avec eux? Merci pour la question. Du coup, si je comprends bien, vous êtes en concédé et oui. pas forcément oui, en satellite. Concédé, oui. Oui. Oui, parce que du coup, satellite, c'est cuisine centrale et cuisine satellite. Du coup, concédé, pour moi, oui, les démarches qualitatives sont bien sûr possibles. Et ça passe. Le point clé, c'est du coup la rédaction du marché qui vous lie à la société de prestation, puisque à ce moment-là, vous devez être en prestation. Et dans ce marché, vous avez tout à fait aussi la possibilité. Moi, j'étais dans l'atelier marché tout à l'heure, donc j'ai pu en entendre une partie. Vous avez tout à fait la possibilité aussi de faire du sourcing auprès de vos producteurs locaux pour savoir quelle est l'offre disponible. Vous avez tout à fait aussi la possibilité d'inclure dans votre marché de prestations le fait que vous voulez qu'il y ait de la qualité, voire même que vous voulez qu'il y ait du local. Bon, là-dessus, je ne veux pas trop m'avancer parce que le local dans les marchés, il faut faire très attention. Mais dans l'atelier, ils avaient l'air de dire que la mention de local dans un marché de prestations était moins délicate que dans un marché de fourniture de denrées. Bon, là, je rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais pour moi, oui, il y a tout à fait possibilité, via la rédaction de votre marché et les conditions que vous allez vous-même fixer dans ce marché, d'avoir accès à des démarches de qualité via les prestataires. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous, Papillote et compagnie, tout à l'heure, vous l'avez expliqué, il y avait plusieurs niveaux de prestations. Donc, c'est à la charge de la collectivité de prendre la formule qui convient. Mais moi, en tant que maire à Saint-Barthélemy d'Anjou, j'avais déjà initié, sans avoir le projet alimentaire territorial comme support, cette démarche auprès de Papillote et compagnie. Mais par contre, il faut se dire que, et c'est peut-être rassurant, la loi Egalim va aussi imposer forcément des chiffres à atteindre. Donc forcément, vous pouvez compléter votre commande, mais il y aura aussi cette qualité qui sera obligée d'atteindre. Il y a ça. Oui, mais par contre, comme le disait Thomas, allez-y, il faut préciser dans la commande de votre marché, forcément, si vous mettez des qualités, ça marche, hein, ça passe. Hein. Moi, je l'ai fait depuis fort longtemps. Après, avec toute la difficulté des marchés. Donc, critères qualitatifs en lien avec la loi Egalim pour justement améliorer la qualité dans les assiettes, même avec un prestataire extérieur en gestion concédée. Il y avait également une question concernant la gestion des disparités qui peuvent exister sur les territoires entre les communes pour la mise en place des actions. J'imagine entre la métropole Angers et ensuite les communes qui peuvent avoir autour. Est-ce que du coup, ça peut avoir un impact sur la mise en place des actions du projet alimentaire territorial? Wow. Si je peux commencer, oui. Moi j'avoue que je ne me pose pas du tout la question parce que j'ai une échelle Angers-Nord Métropole. Donc moi j'agis pour tout le territoire et je ne me pose pas la question de telle ou telle commune.
et de leur disparité. Après, c'est sûr que certaines actions vont se mettre en place. Si c'est des actions d'accompagnement des agriculteurs, ça ne va pas se mettre en place à Angers, à part l'agriculture urbaine. Ça va se mettre en place sur les communes périurbaines. Mais tout le monde va en bénéficier. Moi, je raisonne plutôt voilà, en termes de bénéfices pour les habitants. Par contre, peut-être qu'en lien avec la question, il y a la question de comment va atterrir le projet dans chacune des communes, parce que toutes les communes sont intéressées par un sujet alimentaire. Et là, c'est une question qu'on est en train de creuser et qui aujourd'hui n'est pas… c'est trop tôt pour pouvoir en parler, tout simplement. Et à l'inverse aussi, il y a toutes les actions qui ont déjà été menées, et j'en parlais tout à l'heure à Aurélie, qui ont été menées dans les communes et qui datent même parfois ou qui sont en cours de projet et qui peuvent compléter le projet. Il est certain qu'il faut qu'on en fasse un inventaire. Certains… on voit un peu où on est. Mais non, ça ne nous est pas venu à l'idée. C'est plutôt communautaire. Oui, après, du coup, l'inventaire, on l'a commencé via le travail de Louise, qui a travaillé avec nous pendant 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout… Enfin, c'est pas prêt encore, en termes de résultats ou en termes de publication. Ok. Donc, oui, plutôt une réflexion à l'échelle territoriale et pas forcément dans chaque commune pour la mise en place du PAT. Ok, très bien. J'avais également une question sur les partenaires du PAT autres que la Chambre d'agriculture. Est-ce que du coup, vous pouvez revenir sur la 50aine d'acteurs qui étaient présents dans la phase de la construction? Oui, si. Voilà, ceux qui sont vraiment au démarrage, Chambre d'agriculture évidemment, marché d'intérêt national, l'ALDEV, Interprofession Bio, Papillote et compagnie, Union départementale des CCAS, Agence d'urbanisme de la région angevine, la Fédération des conseils des parents d'élèves du 49, des collectivités. Voilà, c'est très large. Des communes, oui, tout à fait. Les communes qui étaient proactives, qui avaient déjà des liens avec le projet agricole, les services internes, bien sûr, avec la transition écologique, les parcs et jardins, éducation enfance, déchets urbaniques fonciers. On a aussi les autres collectivités territoriales, départements, régions, des représentants de l'État, oui, ponctuellement, et puis dans nos financements, bien sûr, c'était nos financeurs. Et puis, on a eu aussi, dans le cadre d'ateliers, des représentants plus économiques, entre guillemets, enfin plus, voilà, pas forcément que institutionnels et publics. On avait par exemple des associations, je peux citer le Jardin de Cocagne Angevin, Solidarifood, Restotroc, des acteurs de l'aide alimentaire. On a eu aussi des acteurs du monde économique, PG Police Vallée, Maison Gabory, pendant un atelier, la Biocop. Et alors, bien évidemment, en recherche, il y a un gros campus et l'école supérieure, les arts. Ça, c'est un peu aussi par rapport au territoire. Sur Angers, il y a des écoles d'enseignement supérieur. Donc, autant profiter aussi de leur expertise, voire même de leur expérience. Oui, tout à fait. Avec leur regard assez… avec du recul qui permet bien d'avoir une vision d'ensemble. Et puis, des acteurs du monde agricole, SAFER, Terre de Liens, coopérative d'installation d'agriculture paysanne. Voilà, on commence à avoir fait un bon tour des acteurs qui étaient présents à notre table. Voilà. Donc, on voit bien une grande diversité d'acteurs qui ont été associés donc, au projet alimentaire territorial et qui fait aussi sa richesse. Il y avait également une question par rapport à l'association des élus dans la phase de concertation. Est-ce qu'ils ont participé aux étapes de concertation au-delà de leur pouvoir décisionnel? Bien sûr, oui. Du coup, les élus, ils étaient à la fois dans la préfiguration du projet depuis le début et dans la participation surtout des comités de pilotage, du coup, bien sûr. Entre chaque comité de pilotage, le travail technique prenait le relais pour formuler les propositions. Donc, les élus ont été présents. Donc, dans ce comité de pilotage, il y avait les élus d'Angers-Largue Métropole, bien sûr. On peut citer, donc, je disais tout à l'heure, la transition écologique. Donc, bien sûr, oui, l'agriculture et l'alimentation, il faut commencer par ça. Et puis, on avait aussi la santé, le social,
Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur les exemples en interne. On a aussi essayé de vous présenter comment dire, nos orientations. Quand on regarde le projet alimentaire territorial, on vous a expliqué que c'était dans tous les domaines. Donc, il y avait une espèce de transversalité entre les thématiques. Et du fait qu'il y ait cette transversalité dans les thématiques, oblige une transversalité de réflexion au niveau des élus. Et en particulier, je me fais fort dans les mois à venir et sur le mandat, de faire participer et d'avoir une réflexion commune avec les autres vice-présidents impactés. C'est le vice-président qui s'occupe de l'urbanisme et de tout ce qui tourne autour de l'aménagement du territoire. C'est le vice-président qui s'occupe de la gestion de l'eau. C'est bien sûr le vice-président en charge de l'agriculture et du projet alimentaire. C'est la vice-présidente Corinne Bouchou qui s'occupe de la transition écologique. Et je crois que c'est vraiment une réflexion collective, solidaire qu'il faut avoir. Et bien montrer à chaque fois les impacts qu'il y a sur chacune des vice-présidences. Et pourquoi pas après au niveau de l'agglo par rapport aux communes. Voir un peu cette transversalité. Ok. Et après, j'avais une dernière question de Damien Bourrasso. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez prendre la parole pour préciser votre question concernant la fourniture de la totalité de la part de bio français dans les assiettes, éventuellement pour un peu préciser. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bonjour. Est-ce que du coup, vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Du coup, on ne vous entend pas. Avec un micro, peut-être? Il y a le micro ou pas? Ah, le micro n'est pas actif. Bon, du coup, alors la question, c'était allons-nous pouvoir fournir la totalité de la part de bio français dans nos assiettes avec une demande de plus en plus importante? Du coup, c'est l'objectif de notre projet alimentaire, de fournir, d'impulser le développement de l'agriculture biologique pour pouvoir répondre suffisamment à la demande. Alors, allons-nous pouvoir, je ne suis pas voyant, mais avec les actions qu'on essaie de mettre en place, moi, ça me paraît possible, oui. Oui, c'est aussi possible. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un territoire, on le disait en plénière, mais la 4e région française en termes de surface agricole en bio. Donc, c'est déjà, et on a atteint les 1000 fermes bio en Maine-et-Loire. Donc, effectivement, il y a quand même une offre qui est de plus en plus croissante. Après, ça va être de structurer les filières et la logistique pour que les producteurs puissent fournir la restauration collective. Parce que j'imagine les assiettes, ça peut être à la fois des consommateurs, les citoyens, mais aussi les convives dans les restaurants collectifs. Est-ce que ça répond à la question? N'hésitez pas à intervenir. Et il y a aussi une question, justement, pour compléter, en lien avec la transmission. Le nombre d'agriculteurs qui va arriver en fin d'activité dans les années qui viennent. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique installation-transmission. Est-ce que, du coup, sur le territoire d'Angers-Loire Métropole, vous êtes saisi de cette problématique? Oui, bien sûr. Du coup, on le disait en plénière. C'est même un des premiers sujets qu'on a abordé, je crois. Hein. C'est vrai qu'il était déjà présent dans le projet agricole, donc c'est quelque chose qui est bien dans les têtes depuis longtemps. Et du coup, on a l'ambition de travailler là-dessus avec des actions d'accompagnement à l'installation et à la transmission. Comme le disait Aurélie pendant la plénière, c'est de s'inscrire en creux des dispositifs qui existent déjà, puisque c'est déjà pas mal financé par des fonds État et européens, mais de s'inscrire en creux de ces dispositifs pour vraiment impulser ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui passent au travers des mailles. On sait que c'est quelque chose c'est une grande vague qui va arriver, donc on essaie de s'y préparer et on va mettre les moyens nécessaires pour agir là-dessus. Ça fait partie d'ailleurs de votre orientation 1 sur agriculture et territoire. Il y a un axe installation-transmission. Est-ce qu'il y a des actions éventuellement que vous pourriez citer sur cette thématique pour que les gens aient peut-être une idée de ce que vous allez mettre en place?
Pour rentrer du coup dans le concret, on a allé chez l'exploitant en faisant du coup une étude de transmission, un diagnostic de son exploitation et une étude de transmission. On voudrait en financer plusieurs pour l'année prochaine. On voudrait aussi aider l'accès au foncier, bien sûr. Ça, c'est, comme le disait Aurélie tout à l'heure, voilà, il y avait les 3 axes. Donc, on vient d'en faire 2. L'accès au foncier et le 3e, c'est l'aide à l'installation aussi. Donc, nous, comme action, on voudrait promouvoir les points d'entrée, installation et session qui existent déjà et les renforcer. Et puis, se mettre d'accord entre acteurs sur les projets d'installation qu'il faut encourager vraiment, sur lesquels on voudrait vraiment mettre un plus. Et ensuite, on se mettra d'accord sur de quelle façon on peut les accompagner encore davantage. Voilà, en sachant que le public non issu du milieu agricole, comme on le disait tout à l'heure, est un public privilégié et accompagné non seulement dans son projet, mais aussi après son installation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas encore suffisamment aujourd'hui, l'accompagnement après l'installation, et que nous, on souhaiterait du coup développer. Ok, très bien. Du coup, merci pour ces différents éléments de réponse. Il est quasiment 17h20. S'il n'y a plus d'autres questions, il n'y en a plus dans le chat en tout cas, du coup, on peut peut-être conclure cet atelier. Si je peux juste du coup intervenir, parce que en relisant la question sur les élus, je me rends compte qu'on n'a peut-être pas complètement répondu à la question. Est-ce qu'ils ont été associés à la concertation ou est-ce qu'ils ont fait que de la décision? Ils ont participé à la concertation aussi. Et continuent parce qu'avec les assises de la transition écologique, il y a la possibilité aux communes d'intervenir et de rentrer dans les thématiques. Tout à fait. On continue. C'est-à-dire que les décisions seront prises en juin 2021. Donc, il y a une possibilité encore de concertation. OK. Très bien. Merci pour ces différents éléments de réponse. On voit que c'est un PAT qui est maintenant dans sa phase opérationnelle, qui a sollicité beaucoup d'acteurs du territoire, qui a aussi donné la parole à ses citoyens avec notamment 3900 retours sur le questionnaire concernant l'alimentation. Et donc, voilà, les prochaines actions sont en cours et vont être mises en place dès l'année prochaine. Il y en a déjà même qui ont commencé fin d'année 2020. Du coup, nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir participé à cet atelier. On espère que ça a quand même répondu à vos attentes. On a dû, bien sûr, s'adapter au contexte sanitaire. Et donc, les ateliers ont été filmés. Si vous n'avez pas pu participer à tous, vous pourrez les retrouver prochainement sur le site d'Interview.